Imaginez un instant que votre cerveau ne fasse aucune différence entre un regard désapprobateur et la menace d'un prédateur affamé, ce nœud violent que vous ressentez au ventre lorsque vous craignez le jugement d'autrui. Ce n'est pas de la faiblesse émotionnelle, c'est une alarme biologique ancienne et périmée qui hurle à tort que votre survie est en danger immédiat. Pour comprendre véritablement pourquoi le détachement semble être une tâche si herculéenne, une épreuve qui défie souvent notre volonté la plus farouche, nous devons accepter de plonger bien au-delà de la psychologie de surface pour descendre dans les profondeurs abyssales de notre biologie, là où l'histoire de notre espèce est gravée non pas dans des livres, mais dans la structure même de nos neurones et la chimie de notre sang. Nous avons souvent une illusion arrogante que nous sommes des êtres de pure raison, naviguant dans le monde moderne avec logique et discernement. Mais la vérité scientifique est beaucoup plus humble et, dans un sens, beaucoup plus fascinant. Nous sommes des organismes anciens, des architectures biologiques façonnées par des millénaires de survie en milieu hostile. Et nous déambulons dans les villes de verre et d'acier du XXIe siècle avec un système d'exploitation neuronale qui n'a pas reçu de mise à jour majeure depuis l'époque du Pléistocène. Lorsque vous ressentez cette angoisse sourde face au jugement d'autrui, lorsque la perspective d'être critiqué ou rejeté vous paralyse, il est crucial de comprendre que vous ne faites pas l'expérience d'un défaut de caractère ou d'une fragilité personnelle, mais plutôt de l'activation brutale et efficace d'un mécanisme de survie qui a permis à vos ancêtres de ne pas s'éteindre. Imaginez un instant le monde tel qu'il était il y a 50 000 ans. Dans cet environnement impitoyable, la nature sauvage n'offrait aucune clémence. Et l'être humain, dépourvu de griffes acérées, de carapaces ou de crocs puissants, était une créature biologiquement vulnérable, dont la seule et unique défense contre la mort, le froid et les prédateurs, était le groupe, la tribu, n'était pas simplement un cercle social ou une préférence affective, c'était l'exosquelette de l'homme, sa seule barrière contre le néant. Dans ce contexte originel, être accepté par ses pairs, être validé par le regard du clan, était littéralement synonyme de vie, tandis que l'exclusion, le rejet ou l'isolement équivalait à une condamnation à mort presque immédiate. Un humain seul dans la savane ne survivait pas plus de quelques jours. C'est ici que notre cerveau a développé une sensibilité hyper aiguë aux signaux sociaux, une vigilance constante qui est devenue notre héritage le plus lourd à porter. Votre cerveau a appris au fil de milliers de générations, à associer le froncement de sourcils d'un chef de tribu ou le murmure désapprobateur d'un père à une menace vitale aussi urgente que la présence d'un tigre à dents de sabre dans les hautes herbes. Et cette association est si profondément ancrée qu'elle opère bien en dessous du seuil de votre conscience rationnelle. Au cœur de ce système de détection se trouve l'amygdale. Cette petite structure en forme d'amande logée profondément dans le lobe temporal qui agit comme une sentinelle insomniaque, scannant en permanence votre environnement à la recherche de dangers potentiels. Le problème fondamental auquel nous sommes confrontés aujourd'hui réside dans le fait que l'amygdale est un organe extrêmement rapide, mais remarquablement imprécis, incapable de faire la distinction subtile entre une menace physique réelle, comme une voiture qui fonce sur vous, et une menace sociale symbolique, comme une remarque sarcastique ou un regard indifférent pour cette sentinelle archaïque. La douleur sociale et la douleur physique sont traitées avec la même devise alarmiste, déclenchant une cascade biochimique identique destinée à préparer le corps à une action violente et immédiate pour préserver son intégrité. C'est pourquoi, lorsque vous percevez un signe de rejet, avant même que votre cortex préfrontal, le siège de votre pensée logique et de votre raisonnement, ait eu le temps d'analyser la situation et de conclure que ce n'est pas grave,
Votre corps a déjà réagi comme si vous étiez pourchassé. L'amygdale envoie un signal de détresse fulgurant à l'hypothalamus qui active le système nerveux sympathique, inondant votre organisme d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones du stress conçues pour mobiliser l'énergie en une fraction de seconde, vous ressentez alors ce nœud caractéristique à l'estomac, qui n'est autre que le sang qui tend vos viscères et votre système digestif pour aller irriguer vos muscles majeurs, vos jambes et vos bras, vous préparant biologiquement à fuir ou à combattre un ennemi qui, paradoxalement, n'a aucune réalité physique. Cette réaction physiologique que nous appelons anxiété sociale ou peur du jugement est en réalité une fausse alerte chronique, une erreur d'interprétation d'un système conçu pour un monde qui n'existe plus. Nous vivons dans une société où l'exclusion sociale, bien que douloureuse émotionnellement, ne signifie plus la mort par hypothermie ou par prédation. Mais notre biologie ne le sait pas encore viscéralement, elle continue de traiter chaque interaction, chaque présentation publique, chaque silence gêné comme une question de vie ou de mort, épuisant nos réserves énergétiques dans des batailles fantômes contre des dangers imaginaires. Le cœur s'emballe, les mains deviennent moites. La respiration se fait courte, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre corps est une machine de survie formidablement performante qui s'est trompée d'époque. Appliquant des solutions radicales à des problèmes nuancés, il est fascinant et tragique d'observer à quel point cette dynamique nous maintient dans un état d'hypervigilance, nous poussant à suranalyser chaque micro-expression sur le visage de nos interlocuteurs, cherchant désespérément des signes de validation pour apaiser cette peur ancestrale de l'abandon. Nous devenons des experts en mimétisme, adaptant nos comportements, nos paroles et même nos opinions pour nous conformer à ce que nous pensons que le groupe attend de nous. Sacrifiant notre authenticité sur l'autel de la sécurité tribale, ce besoin viscéral de plaire n'est pas une quête de vanité, c'est une stratégie de survie détournée. Une tentative désespérée de l'organisme pour s'assurer qu'il ne sera pas laissé pour compte lorsque la nuit tombera et que les dangers surgiront. Cependant, prendre conscience de cette mécanique biologique est la première étape vers la libération, car cela nous permet de dissocier notre identité profonde de nos réactions automatiques. Nous pouvons commencer à observer nos peurs non plus comme des vérités absolues sur notre valeur ou notre place dans le monde, mais comme des artefacts neurobiologiques, des échos lointains d'une époque révolue, en comprenant que ce malaise intense n'est qu'une tempête chimique déclenchée par une sentinelle trop zélée. Nous créons un espace de recul, une brèche dans laquelle la raison peut s'insérer pour rassurer l'animal, apeuré, en nous réalisons que ce que nous interprétons comme une intuition ou une vérité émotionnelle. Je suis en danger car il ne m'aime pas n'est souvent qu'une turbulence physiologique dépourvue de fondements objectifs dans notre réalité actuelle. Cette perspective scientifique nous invite à une immense compassion envers nous-mêmes, car elle nous décharge du poids de la culpabilité. Il est inutile de se blâmer pour des réflexes qui ont été sélectionnés par l'évolution pendant des millions d'années au lieu de lutter contre cette nature ou de tenter de la réprimer par la force. Nous sommes invités à dialoguer avec elle, à reconnaître la fonction protectrice de ces peurs, tout en leur retirant leur pouvoir décisionnel. C'est un processus de rééducation neuronale, lent et patient, où nous apprenons à notre système nerveux que l'indifférence d'autrui, bien que désagréable, n'est plus létale, et que nous pouvons traverser le désert de la désapprobation sans mourir de soif, reprogrammant ainsi progressivement les seuils d'alerte de notre propre biologie. Il est fascinant
et d'une certaine manière profondément troublant de se pencher sur ce que la science moderne nous révèle concernant la réalité tangible de nos émotions. Car lorsque nous entrons dans le laboratoire de neurosciences et que nous observons le cerveau humain sous l'œil impartial de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, nous sommes confrontés à une vérité qui brise la distinction séculaire entre le corps et l'esprit. Pendant des siècles, nous avons traité la douleur émotionnelle, la honte d'une critique, l'amertume du rejet, la brûlure de l'humiliation comme des événements purement psychologiques, des fantômes de l'esprit qui, bien que désagréables, n'avaient aucune substance physique réelle. Contrairement à une fracture ou une plaie ouverte pourtant, la biologie nous raconte une histoire radicalement différente et bien plus brutale. Pour votre cerveau, la distinction entre un coup de poing et un mot blessant est, sur le plan strictement neurologique, presque inexistante. Lorsque vous subissez un rejet social ou que vous vous sentez jugé par le regard d'autrui, les scanners cérébraux s'illuminent de manière spectaculaire dans des régions très spécifiques, notamment le cortex singulaire antérieur dorsal et l'insula antérieur, qui sont précisément les mêmes circuits neuronaux activés lorsque vous vous renversez du café brûlant sur la peau ou que vous cognez violemment le pied. Ce chevauchement anatomique est stupéfiant, car il signifie que l'expression « avoir le cœur brisé » ou se sentir blessé n'est pas une métaphore poétique inventée par des auteurs romantiques, mais une description littérale d'un processus physiologique. Votre cerveau, dans son économie d'effort, n'a pas développé deux systèmes d'alarme distincts pour la douleur physique et la douleur sociale. Il a simplement emprunté le système de la douleur physique, qui existait déjà pour nous protéger des dommages tissulaires, et l'a réutilisé pour nous avertir des dommages sociaux. Cette réalité biologique a des implications vertigineuses pour notre compréhension de la souffrance liée au regard des autres, car elle implique que lorsque vous êtes paralysé par la peur de l'opinion publique ou dévasté par une remarque désobligeante, votre corps est littéralement en train de traiter une agression physique. C'est la raison pour laquelle la douleur sociale est si viscérale. Pourquoi elle nous coupe le souffle, nous donne la nausée et provoque une fatigue intense. Ce n'est pas dans votre tête au sens abstrait du terme, c'est dans votre chair. C'est une tempête électrique qui parcourt votre système nerveux central avec la même violence qu'une blessure corporelle. Votre organisme ne fait pas la différence entre l'atteinte à votre réputation et l'atteinte à votre intégrité physique. Et il réagit en conséquence par une cascade de réponses immunitaires et hormonales qui sont coûteuses et épuisantes. Si nous poussons l'investigation plus loin, nous découvrons que cette confusion cérébrale déclenche une réponse inflammatoire systémique, car lorsque le cerveau perçoit une menace, qu'elle soit virale, bactérienne ou sociale, il ordonne au système immunitaire de libérer des cytokines pro-inflammatoires, des protéines destinées à orchestrer la défense et la réparation des tissus. Ainsi, une interaction sociale négative ou même la simple anticipation anxieuse d'un jugement peut littéralement enflammer votre corps, augmentant les niveaux de marqueurs inflammatoires dans votre sang comme si vous luttiez contre une infection débutante. C'est une découverte majeure qui explique pourquoi les personnes soumises à un jugement chronique ou à du harcèlement finissent souvent par développer des maladies physiques réelles, des troubles cardiovasculaires ou auto-immuns. Le corps s'épuise à combattre des ennemis invisibles, traitant des mots et des regards comme des agents pathogènes qui nécessitent une fièvre défensive. Comprendre ce mécanisme est la clé fondamentale du détachement, car cela change complètement notre rapport à la douleur émotionnelle. Nous ne sommes plus victimes d'une faiblesse de caractère, mais sujets à une erreur d'interprétation biologique, une sorte d'hallucination sensorielle où le cerveau perçoit une attaque physique
Là où il n'y a que des échanges d'informations symboliques, le détachement ne consiste donc pas à devenir un robot insensible ou à nier l'existence des émotions, mais à reconnaître cette supercherie neuronale pour ce qu'elle est, à observer la douleur qui surgit et à se dire avec une clarté scientifique: ceci est une fausse alarme, mon intégrité physique n'est pas menacée. Je n'ai pas besoin d'inflammation pour survivre à cette conversation. C'est un acte de rééducation cognitive où l'on apprend à désactiver manuellement le signal de douleur que l'évolution a laissé en mode automatique. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser que l'autre, celui qui juge ou critique, n'a aucun pouvoir magique sur nous. Car physiquement, il ne nous touche pas. Les ondes sonores qui sortent de sa bouche ou les photons qui reflètent son expression faciale n'ont pas de masse, pas de tranchant, pas de température. Ils sont physiquement inoffensifs et incapables de pénétrer notre épiderme. La douleur ne vient pas de l'extérieur, elle n'est pas injectée par l'autre. Elle est générée entièrement de l'intérieur par notre propre machinerie biologique qui réagit à un déclencheur. Nous sommes à la fois la victime et le bourreau, produisant notre propre souffrance en réponse à un stimulus neutre. Cela signifie que le pouvoir de cesser de souffrir réside entièrement dans notre capacité à interrompre ce processus de fabrication interne, à refuser de transformer des signaux sensoriels inoffensifs en douleurs neurologiques réelles. Cette perspective nous invite à voir le détachement comme une forme d'hygiène physiologique, une manière de préserver nos ressources vitales en refusant de gaspiller notre énergie immunitaire et nerveuse pour des événements qui ne mettent pas notre survie en péril. Nous commençons à comprendre que l'opinion d'autrui est, au niveau atomique, une illusion sans substance qui ne prend en réalité que si nous lui prêtons nos propres circuits de la douleur pour qu'elle puisse exister en nous en refusant cet accès. En observant la réaction inflammatoire naissante et en la calmant par la respiration et la raison, nous reprenons le contrôle de notre biologie, cessant d'être des organismes réactifs ballottés par les humeurs de la tribu, pour devenir des systèmes autonomes, capables de maintenir leur homéostasie et leur paix intérieure, quelles que soient les turbulences extérieures, car nous avons enfin compris que la douleur sociale est un signal que nous avons le droit, et même le devoir, d'ignorer pour préserver notre santé globale, si nous prenons le temps de décortiquer la mécanique de nos interactions sociales à travers le prisme rigoureux des sciences cognitives. Nous nous heurtons inévitablement à un phénomène psychologique fascinant et universel que les chercheurs ont baptisé l'effet de projecteur Yo, une distorsion de la réalité qui nous fait naviguer dans l'existence avec la conviction erronée et anxiogène que nous sommes constamment au centre de l'attention d'autrui, comme si un faisceau lumineux invisible braquait sur nous ses feux impitoyables, illuminant nos moindres faux pas, nos imperfections vestimentaires ou nos hésitations verbales pour le grand public. Cette illusion d'optique mentale est si puissante qu'elle nous persuade que le monde extérieur est un auditoire captif, scrutant nos faits et gestes avec une précision microscopique, alors qu'en réalité, la biologie du cerveau humain raconte une histoire radicalement opposée, celle d'une indifférence structurelle et nécessaire. Il faut comprendre que le cerveau humain, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de la masse corporelle, consomme à lui seul près de 20% de notre énergie métabolique totale, ce qui en fait l'organe le plus coûteux et le plus vorace de notre organisme, une machine biologique qui doit constamment opérer des choix drastiques d'économie d'énergie pour ne pas s'épuiser dans cette logique d'optimisation des ressources. Le cerveau n'a tout simplement pas la bande passante nécessaire pour traiter en haute définition les milliers d'informations concernant les autres individus
qui croise notre champ de vision. Il est biologiquement programmé pour être égocentrique, non par vanité morale, mais par nécessité de survie, filtrant la réalité pour ne retenir que ce qui concerne directement sa propre sécurité, ses propres désirs et ses propres peurs. Ainsi, lorsque vous entrez dans une pièce bondée ou que vous marchez dans la rue, persuadé que les passants remarquent cette tache sur votre chemise ou jugent votre démarche, vous êtes victime d'une erreur de calcul fondamentale. Vous projetez votre propre conscience de soi sur l'esprit des autres, imaginant qu'ils vous voient avec la même intensité que vous vous voyez vous-même. La vérité neurobiologique est que pour le cerveau des autres, vous n'êtes une donnée périphérique, un élément du décor, un bruit de fond visuel qui est traité avec une résolution minimale. Car chaque individu est enfermé dans la bulle hermétique de sa propre narration interne, obsédé par ses propres problèmes, ses propres factures à payer, ses propres complexes et ses propres incertitudes, il est vertigineux de réaliser que la personne dont vous redoutez le jugement est, au moment même où elle vous regarde, probablement en train de se demander si elle-même n'a pas l'air ridicule. Si ses cheveux sont bien coiffés, ou si elle a bien éteint le gaz avant de partir, car nous sommes tous, sans exception, les protagonistes absolus de notre propre film mental, reléguant automatiquement le reste de l'humanité au rang de figurants flous et sans importance. Cette asymétrie de perception est la clé de voûte de notre anxiété sociale. Nous souffrons parce que nous croyons à tort être le personnage principal dans le film des autres, alors que nous n'y faisons que des apparitions fugaces et aussitôt oubliées, des caméos insignifiants qui ne laissent aucune trace durable dans leur mémoire à long terme. D'ailleurs, les études sur la mémoire sociale confirment cette volatilité de l'attention d'autrui avec une cruauté rassurante. Lorsqu'on demande à des participants de se souvenir des détails vestimentaires ou des comportements maladroits de personnes croisées quelques minutes plus tôt, les résultats sont stupéfiants de vacuité, prouvant que l'esprit humain efface presque instantanément les informations qui ne le concernent pas directement, ce que vous percevez comme une humiliation publique indélébile, une phrase de travers ou un trébuchement, n'est pour l'observateur qu'un micro-événement sensoriel qui sera écrasé et dissous par le flux incessant de ses propres pensées en l'espace de quelques secondes ou minutes, tout au plus. Ce biais cognitif de l'effet de projecteur révèle également une forme paradoxale de narcissisme inversé qui alimente notre souffrance. En croyant que tout le monde nous regarde, nous nous attribuons inconsciemment une importance démesurée, une centralité que nous n'avons pas. Car penser que les autres passent leur temps à nous critiquer revient à supposer que nous sommes assez fascinants pour occuper leur espace mental, ce qui est une surestimation massive de notre impact sur la psyché d'autrui. La réalité est beaucoup plus humble et infiniment plus libératrice. Les gens ne pensent pas à vous, non pas parce qu'ils sont cruels ou méchants, mais parce qu'ils sont biologiquement incapables de maintenir une attention soutenue sur autre chose qu'eux-mêmes et leur propre survie immédiate. En outre, ce que nous interprétons comme un jugement dans le regard de l'autre est souvent, selon les principes de la psychologie projective, le simple reflet de notre propre critique intérieure. Nous utilisons le visage d'autrui comme un écran blanc sur lequel nous projetons le film de nos propres insécurités. Si vous vous sentez coupable d'être en retard, vous lirez du reproche dans des yeux qui ne sont peut-être que fatigués. Si vous vous sentez laid, vous lirez du dégoût dans un regard qui est simplement distrait
nous hallucinons les intentions des autres en fonction de notre météo intérieure, attribuant à des étrangers des pensées qu'ils n'ont jamais eues, construisant ainsi une prison de jugement imaginaire dont les barreaux sont forgés par notre propre esprit et non par la réalité extérieure. Accepter cette insignifiance fondamentale est peut-être l'acte de guérison le plus puissant que nous puissions accomplir, car comprendre que nous sommes invisibles pour la grande majorité du monde n'est pas une constatation triste ou déprimante, mais une permission extraordinaire d'être soi-même si personne ne regarde vraiment, si personne ne tient de registre de vos erreurs, si l'audience que vous craignez est en réalité composée d'individus trop occupés à gérer leur propre anxiété pour remarquer la vôtre. Alors la pression retombe instantanément. Le théâtre social s'effondre et vous retrouvez la liberté de l'anonymat. La légèreté de n'être qu'une conscience parmi d'autres, naviguant dans un monde trop vaste